Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Nous sommes sincèrement désolés pour ces quelques minutes de retard. On a eu quelques petits problèmes techniques qui sont résolus maintenant et nous allons pouvoir commencer ce live avec Delphine. Merci beaucoup de prendre un peu de temps pour nous présenter ton métier de directrice éditoriale. On fait ce live et on présente ce métier dans le cadre de la semaine en coulisses, organisée par Chance, où on a une cinquantaine d'intervenants qui nous présentent leur métier. Et donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Delphine pendant la demi-heure que nous avons ensemble. Et moi, je vais peut-être te poser la première question, Delphine, c'est est-ce que tu peux nous parler justement un peu de ton parcours et comment tu es arrivée directrice éditoriale? Oui, bah alors, je n'étais pas tout à fait destinée à ce métier. Si je reviens à mes premières envies, à l'école primaire, je voulais être coiffeuse et au collège, je voulais être médecin sans frontières. Bon, après, au lycée, je voulais être architecte. J'ai fait un bac S. J'ai fait un test qui disait que je ne ferais jamais de commerce. En fait, j'ai fait une école de commerce. Voilà, ça c'était les débuts. Je voulais ensuite beaucoup travailler dans la com et le marketing. Enfin, ça a été le fil conducteur pendant de longues années, enfin 15 ans, vraiment. Et puis un jour, enfin en 2020 exactement, la bifurcation sur le métier éditorial pur est arrivée. D'accord. Et comment elle s'est faite finalement? Qu'est-ce qui t'a poussé à te bifurquer, voilà, bifurquer et à prendre ce virage vers ce monde éditorial? Alors, oui, le choix et la bifurcation, c'est arrivé fin 2009. En fait, ça faisait 10 ans que j'étais dans le même groupe. Et à ce moment-là, j'étais complètement désalignée avec assez classique, nouvelle direction qui arrive, nouveau mode d'organisation. J'étais dans une petite filiale PME très autonome et tout allait être réintégré. Et donc, à ce moment-là, je sais que ça ne va plus, en fait, qu'il faut que je change. Et bon, je refais mon CV et je regarde toutes les annonces de directeur, directrice marketing, puisque c'est ce que je sais faire et c'est ce que je pense pouvoir continuer à faire. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je lis les annonces, ça ne me donne pas envie. Je n'ai plus envie, où je me dis que apprendre toutes les techniques de marketing digital, voilà, c'est plus ça qui fait que ça m'attire. Et là, j'ai une vraie chance à ce moment-là, c'est qu'on me contacte pour ce poste-là de directrice éditoriale. Alors que ce n'est pas du tout ma formation de départ. Et j'ai un atout pour ça, c'est que je connais le secteur, parce que j'ai été directrice marketing dans le secteur de l'édition. Mais bon, ce sont quand même des métiers différents. Mais je me dis, pourquoi pas, si on peut me faire confiance et puis ça m'intéresse. Et donc, j'y vais. Je me dis que c'est possible et c'est génial. D'accord. Donc en fait, tu étais déjà dans le secteur et finalement, c'est un changement de métier tout en restant dans le même secteur. Oui, tout à fait. En fait, très exactement, j'ai commencé à travailler, c'est des opportunités ou des hasards qui comptent, en fait. Parce que j'ai commencé par travailler mon vrai premier CDI, c'était dans l'assurance. Pareil, je n'avais pas vraiment choisi ce secteur, mais il y avait l'intérêt du métier, du marketing. Et un jour, j'ai pu changer de secteur en continuant le marketing dans l'édition juridique. Alors pareil, le droit, c'était le cours que j'ai le plus détesté en école de commerce. Je m'étais dit que j'en ferais jamais. Mais c'était sympa d'arriver dans le monde de l'édition. Donc, je m'étais dit que c'était un secteur qui était chouette. Et de fil en aiguille, effectivement, travailler dans le monde de l'édition. Mais au début, j'ai commencé à travailler sur les bases de données numériques et les produits d'abonnement pour les experts comptables, les avocats. Donc, j'étais très loin du cœur de métier pur de l'éditeur. Ok. Et, Merci. Et du coup, on a une première question de Chloé, qui sont en fait, quelles sont tes principales missions en tant que directrice éditoriale? À quoi ressemblent tes journées? alors, il n'y a pas vraiment de journée type. C'est assez fluctuant. C'est beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges, bien sûr avec des auteurs, mais comme le métier d'éditrice pure n'est pas mon métier de base, parce que j'encadre une équipe, il y a aussi beaucoup d'échanges avec les éditeurs, les projets en cours. Il y a à la fois des sujets de contrat, des sujets sur le livre, de structure, de format du livre, des sujets de planning, beaucoup, puisque ce qu'on n'imagine pas forcément quand on voit le livre ou surtout le domaine des prix littéraires, etc. C'est qu'en fait, c'est une industrie assez lourde. Il y a énormément de livres qui sortent, il y a énormément de planning à respecter pour que tous les intermédiaires de la chaîne du livre
et les informations en temps et en heure. Donc, cet aspect-là est assez important. Et bien sûr, il y a aussi tous les aspects de communication, de promotion du livre aussi, qui sont là. D'accord. Et est-ce que du coup, il y a eu peut-être des moments de doute quand on est venu... Alors déjà, quand on est venu te chercher pour te proposer ce poste-là, c'était une personne que tu connaissais de ton entourage ou non, en fait, c'était de la chasse peut-être ou... Comment ça s'est passé? Alors, oui, c'était un cabinet de recrutement qui est venu me chercher, mais c'était donc pour Duno, mais c'était une entreprise que je connaissais. Enfin, il y avait un petit lien, enfin assez faible, mais dans mon entreprise précédente, qui était un organisme de formation au sein d'un groupe d'édition, il y avait une petite collection développée avec Duno qui s'appelait les 5 clés pour devenir manager, plein d'autres sujets. Et donc, ça m'a tout de suite interpellée. Je me suis dit, je n'y connais rien, mais je connais quand même cette collection. Et donc là, il y a eu cette chance-là. Et la chance de recroiser, ou de pouvoir être conseillée par d'autres personnes, d'autres collègues d'avant sur le métier et de pouvoir m'y préparer. Et il y a quand même une hésitation, c'est qu'au moment où j'avais cette recherche, où je m'étais mis activement en recherche d'un autre boulot, j'avais une autre piste à l'époque qui était à la Croix-Rouge. Plutôt sur un métier de marketing. Et en fait, j'ai vraiment hésité parce que j'étais en recherche de sens aussi. Et il y avait quelque chose d'un peu évident parce que la Croix-Rouge, voilà, l'aspect, l'impact sur la société, sur l'aide qu'on peut apporter aux personnes était évidemment là. Dans tous les cas, il y avait une baisse de salaire, mais du coup, c'était pas le premier aspect. Et en fait, j'avais quand même envie d'écouter cette petite voix, de me dire, le livre, j'adore, c'était l'envie qui a finalement primé. Mais je me suis posé la question, vraiment. C'est intéressant parce que pour nous, chez Chance, comment on définit le sens au travail? C'est justement la combinaison de 4 piliers qui sont le métier, l'environnement, la finalité qu'on peut avoir et nos impératifs. Donc, c'est marrant quand tu parlais de sens, là, tu avais 2 pistes complètement différentes, des secteurs, donc des finalités différentes, des métiers différents, mais quand même, il y avait les deux faisaient sens pour toi. Oui, tout à fait. On nous pose, donc Chloé nous pose la question de qu'est-ce que tu préfères dans ce poste et d'après toi, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour exercer ce poste? Alors, c'est un vrai poste de chef d'orchestre à mon niveau, mais au niveau de tous les éditeurs de l'équipe. C'est-à-dire que quand on prend en main un projet et qu'on accompagne un auteur, il y a la genèse, il y a le début de l'histoire. On commence des projets, parfois le livre n'est pas du tout écrit. Il y a une idée, une envie, une structure. Donc, il y a vraiment ce rôle d'accompagnement et de conseil de l'auteur sur la structuration du livre, le format. Après, il y a un accompagnement beaucoup plus fin qui, là, demande des compétences vraiment éditoriales de relecture de texte, ortho, typo, syntaxe, connaissance technique du livre. Et ce rôle de chef d'orchestre, il continue bien après, puisqu'on est l'éditeur est le premier ambassadeur du livre en interne dans une maison d'édition pour donner envie, pour que les autres collègues s'en emparent, les autres services. Et il y a cette difficulté du métier et de tous les instants, tous les jours, c'est qu'il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres dans toutes les maisons d'édition, dans toutes les librairies, dans tous les secteurs. C'est à la fois une richesse, une chance, et la production en France est vraiment forte. C'est aussi une grande difficulté parce qu'il faut exister dans ce paysage-là et trouver le bon marché, le bon créneau. Donc, voilà, il faut avoir envie, il faut connaître, il faut se battre pour ces projets. Donc, il y a cette, je pense, qualité d'engagement et de vouloir défendre les sujets et les auteurs. Super, hyper intéressant. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimes peut-être le moins dans ton métier? J'aime vraiment beaucoup de choses. Je dirais qu'il y a peut-être une frustration qui est les journées ne font que 24 heures, enfin un peu moins parce qu'on dort quand même. Et une fois qu'on est dans la brèche d'un livre et d'un sujet, on aimerait d'une part peaufiner le texte, je sais pas, parfois un passage, une réécriture, et on n'a pas toujours le temps d'aller au bout des choses autant qu'on le voudrait.
On aimerait aussi passer plus de temps sur la promo et tous ces aspects, mais on est assez vite ramené à des contraintes business qui sont que voilà, il y a d'autres livres à défendre et il faut équilibrer et gérer ce temps pour chacun au mieux. C'est la plus grande frustration, enfin, pour ma part. Ouais. Ok. Et Chloé nous pose la question de est-ce que tu travailles un peu à distance? Est-ce qu'il y a du télétravail? Oui, alors merci le Covid, hein, comme beaucoup de boîtes. Ça a vraiment été un grand déclencheur chez nous. Et le rythme qui a été assez vite mis en place après, on est à peu près tous à 2 jours de télétravail par semaine. Ce qui est un bon rythme. En tout cas, pour moi, c'est tout à fait bien. J'ai 3 enfants aussi. Et ça permet vraiment de concilier l'aspect pro, perso. Et après, il y a aussi une certaine autonomie et indépendance dans le métier qui font qu'avec les outils numériques et être au bureau ou à la maison, tout est possible. Et c'est une question qui me titille, c'est quand tu parlais justement de, en fait, quand il faut se battre pour son projet et pour défendre aussi l'auteur, et en même temps, il faut se battre un peu pour tous, les défendre un peu tous. Est-ce que, comment tu arrives à peut-être prioriser ou te dire, OK, en fait, cet auteur, ce livre-là, ce projet, il en vaut vraiment la peine. Et celui-là, bah non, en fait, peut-être qu'il y a déjà trop d'offres sur le marché, parce que tu me disais qu'il y avait beaucoup de livres. Comment vous arrivez à structurer votre activité et à vous dire, tiens, ce projet-là, je le pousse, et ce projet-là, bah, en fait, non, malheureusement, je ne peux pas le pousser. Bonne question. C'est un milieu assez processé. Donc, on a déjà un moment très important qui est le comité éditorial, qui est le lieu où les éditeurs présentent les projets. Et c'est là qu'on décide vraiment d'éditer le livre ou pas. En général, les projets sont très bien préparés en amont et on présente des choses assez solides. Mais c'est à ce moment-là qu'on va se donner aussi le niveau d'enjeu sur un livre. Par exemple, une première idée sur le tirage qui sera fait. Et voilà, c'est déjà assez structurant et on échange bien sûr avec l'auteur à ce moment-là. On explique aussi les chiffres du marché et ce qu'on peut espérer d'un livre professionnel, en l'occurrence, qui ne sont pas du tout les mêmes tirages qu'un livre, un roman, littérature. Voilà, on ne touche pas les mêmes personnes. Et ensuite, il y a d'autres moments dans le process et la vie du livre. Il y a des réunions en fait commerciales avec les diffuseurs. Donc, c'est des intermédiaires qui sont entre les éditeurs et les libraires qui vont sur le terrain aller défendre les livres et faire des tournées en fait en région, en librairie pour proposer le programme des éditeurs et négocier avec les libraires le nombre d'exemplaires qu'ils vont prendre sur leur table et dans leurs étagères. Donc, à ce moment-là, c'est un deuxième point de contact important où nous, on a, éditeur, une envie, un objectif sur le livre et le diffuseur nous dit aussi ce qu'il en pense et ce qu'il sera capable de faire. Donc, il y a un autre ajustement à ce moment-là. Et puis après, il y a la confrontation réelle au marché. Maintenant, réimprimer un livre, ça peut être assez rapide, surtout un livre simple en noir et blanc. Donc, on peut faire un tirage raisonnable au départ et aussi à rencontre avec le public et que tout se passe bien, on peut assez vite faire un retirage et viser plus haut. Ok, super. Merci beaucoup pour l'explication de toutes ces différentes étapes. Est-ce qu'il y a eu des rencontres marquantes? Parce que tu nous as un peu expliqué que dans ta précédente expérience, il y avait la édition. Est-ce qu'il y a vraiment comme ça des personnes qui t'ont marqué, mais même tout au long du parcours, en fait, finalement, parce que tu as quand même fait plusieurs secteurs, l'assurance, le monde juridique? Il y en a eu plein. Oui, il y en a eu vraiment plein. Je pense que dans le monde strictement professionnel, la première personne qui a compté pour moi, c'est mon tuteur d'apprentissage. D'accord. Oui, parce que j'étais en alternance sur mes 2 années d'école, les dernières, et c'est vraiment quelqu'un qui s'est intéressé à mon parcours d'étudiante et d'apprentie, et qui m'a challengée sur ce que je pouvais faire de plus, de mieux. Donc, c'était déjà une chance à ce moment-là. Et après, j'ai eu des rôles modèles assez forts dans mes premières managers. J'ai eu, je pense, 2 ou 3 femmes
actives qui m'ont montré aussi que concilier vie de famille et vie pro, c'était possible, qu'on peut avoir de l'ambition, qui m'ont confié des responsabilités aussi, même si je débutais et j'étais junior, donc c'est assez chouette. J'ai une personne clé qui a bien voulu m'attendre alors que j'étais enceinte de mon 3e enfant, que j'allais être en arrêt 6 mois. Et donc, j'avais très envie de travailler dans cette entreprise, de changer au sein du groupe. Voilà, elle a bien voulu m'attendre. Je pense que c'est pas toujours possible et c'était chouette d'avoir cette confiance-là. J'ai une coach aussi qui m'a beaucoup aidée sur le management et la gestion du temps. Quand j'ai pris mon premier poste de manager, voilà, on n'est plus seul maître de son emploi du temps, de ce qu'on fait. Il faut savoir déléguer, accepter que les choses ne sont pas exactement faites comme on aimerait les faire. Et j'avais vraiment besoin d'aide à ce moment-là. C'était chouette de pouvoir avoir ces apports. Les cabinets de recrutement, forcément, c'est des rencontres clés, importantes. Voilà, et dans les aspects plus personnels, c'est la famille aussi très important. Mes parents n'ont pas du tout fait ce genre de métier. C'était électricien et infirmière, donc c'était aussi la possibilité d'explorer autre chose. Et un mari qui est très présent, qui permet d'avoir un métier prenant aussi à côté. Ça fait partie de tous les équilibres un peu importants, je pense. Super, merci beaucoup Delphine pour cette transparence. On a des questions de Raphaël, de savoir est-ce qu'il est possible selon toi de rejoindre ce milieu de l'édition quand on n'a pas un peu de réseau ou de background, parce que ça rejoint un peu la deuxième question qui est l'importance du réseau dans ce milieu finalement. Alors, dans le monde de l'édition, il y a plein de métiers différents. Donc, là, on parle du métier d'éditeur et effectivement, pour commencer en tant qu'éditeur, c'est mieux d'avoir une formation et un master d'édition, c'est la voie royale. Mais on peut basculer sur ce métier à d'autres moments et on peut surtout exercer d'autres métiers dans le domaine du livre. Donc, j'ai parlé forcément des métiers de la promo, de la communication qui sont importants. Il y a des métiers de fabricants aussi. Il y a tous les métiers de l'entreprise dans une maison d'édition, aussi des métiers de gestion. Et je crois que je l'ai montré. On peut commencer dans un secteur ou sur un métier à un moment donné et avoir des rencontres aussi qui font qu'on a envie d'apprendre autre chose. Et je me souviens d'un dirigeant d'entreprise qui m'avait vu juste une fois en entretien à ma prise de fonction, avec qui j'ai très peu échangé ensuite, mais qui m'avait dit le métier, le poste que tu vas prendre sera ce que tu en feras. C'est une toute petite phrase, mais voilà, je trouve que quand on donne aussi le meilleur dans un poste et qu'on s'intéresse en fait aux autres et aux autres collègues, pas forcément dans la relation immédiate de travail, mais c'est souvent là qu'il y a des opportunités qui se font aussi. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. On a une question de Chloé. Tu mentionnes que c'est un métier où il faut être assez autonome, indépendant. Quelles sont les missions que tu réalises finalement seule et celles que tu réalises en équipe? Si tu peux donner un pourcentage. Oui, alors, pas facile cette question. Alors, ce à quoi je pense en seul, ça va être toute la veille, en fait. Veille, recherche, prospection, puisque dans l'édition et dans ces métiers-là, on est aussi à la recherche d'experts. Donc, c'est lire, s'intéresser, voir un intervenant sur un sujet, se dire qu'il a peut-être pas fait de livre ou que ça mérite un livre. Ça, c'est un temps qu'il faut prendre seul. Un autre temps à prendre seul, c'est aussi des relectures de manuscrits, de livres, il y a besoin de concentration, d'agir seul. Et donc, sur un poste d'éditeur plus classique, ces missions peuvent vraiment prendre 50% du temps ou plus. Mais en fait, c'est aussi un métier énormément de relations, puisqu'il y a tous les échanges avec l'auteur, tous les échanges avec l'équipe, avec les collègues des autres services. Donc, voilà, pour ma part et sur mon poste en particulier, je pense que je suis 80% du temps en collaboration avec d'autres personnes. Okay.
Oui, c'est peut-être aussi dû au fait que tu as du management. Donc, en Oui, fait, voilà, donc ça, c'est inhérent effectivement au poste de management. Mais voilà, sur un poste d'éditeur plus classique, il y a effectivement beaucoup de en autonomie. ok. Merci. Est-ce que Delphine nous pose la question, c'est vrai qu'on entend souvent le monde de l'édition est un monde fermé. Et tu expliques qu'ils sont venus te chercher. Finalement, ils avaient un peu identifié ton profil. Selon toi, quelles sont les qualités qu'ils sont venus chercher chez toi, chez tes expériences précédentes? Tu nous as déjà partagé le côté autonomie, gestion de projet. Il y a d'autres choses? Oui, alors sur mon cas particulier, je pense qu'il y avait 3 choses. Il y avait la connaissance du secteur, même en ayant fait un autre métier. Il y avait l'expérience de management qui était longue et avérée. Et il y avait peut-être, quoi je pensais, non, enfin, ces 2 choses-là, oui, essentiellement. Oui, non, et quand même l'expérience marketing promo, qui est, pour qu'un livre marche bien, c'est quand même bien d'avoir les deux. Donc, c'était intéressant d'avoir déjà cette casquette-là pour communiquer aussi avec les autres services. Mais si je pense à mon entrée dans le monde de l'édition juridique, en fait, elle s'est faite juste sur la compétence de chargé de projet marketing, qui est transférable vraiment de secteur en secteur. Et dans le monde de l'édition, B2B, business, donc pas la grande littérature, il y a vraiment des profils qui peuvent venir de multiples univers. J'ai une éditrice de Duno qui était... qui avait un background de chimiste ou plutôt ingénieur, parce qu'il y a aussi des livres voilà, sur ces secteurs-là. Et donc, parfois, la compétence métier d'un autre secteur peut être transférable. Et si on a envie voilà, d'organiser, si on aime le livre, c'est intéressant d'avoir une expertise d'un monde complètement différent, parce qu'on sera amené à discuter avec des auteurs et à les comprendre et à gagner beaucoup de temps, en fait, aussi sur ce domaine-là. Bien sûr. Des livres à peu près dans tous les domaines, ça laisse un large... Un large quoi. Ok. Et est-ce que, on a une question de Delphine, le travail éditorial avec les auteurs, est-ce qu'il est fait intégralement en interne? Alors, ça dépend vraiment des maisons d'édition sur ce point. Pour Duno, c'est très internalisé, en effet. L'équipe, je dirais que 80-90% des livres, tout est fait en interne sur les relectures, le travail éditorial vraiment sur le texte. De temps en temps, quand on n'a plus les ressources ou qu'il y a embouteillage, trop de manuscrits en même temps, on peut faire appel à des freelances et des éditeurs indépendants. Après, il y a un autre aspect de la chaîne éditoriale sur la fabrication du livre et le lien avec les compositeurs, les imprimeurs, où là, forcément, on travaille avec des prestataires et il y a des maillons de transmission très importants. Voilà. Okay. Moi, j'ai peut-être une question qui fâche un peu. C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle sur la partie relecture de texte. Comment vous vous préparez à ça? Comment vous voyez les choses vis-à-vis de cette technologie? C'est une très grande question. C'est une inquiétude, en effet. Alors, pour l'instant, on a eu quelques cas de manuscrits qui sont arrivés et en fait, souvent ça se voit. C'est-à-dire que dans le ton, dans la structure, dans les... on sent qu'il y a quelque chose qui est automatique ou qui est la plume d'un auteur. Peut-être qu'on ne verra pas tout. L'intelligence évoluant, c'est vraiment un risque, c'est un sujet de réflexion et sur lequel on travaille. Alors, Duno fait partie du groupe Hachette, donc on travaille avec tous les services d'Hachette sur ce sujet-là. Ouais, c'est un vrai sujet pour la suite. Personnellement, je suis convaincue que quand il y a une vraie... le travail des auteurs et d'envie de transmission, il est souvent ancré vraiment sur cette connaissance, cette envie de transmettre. Donc, ils donnent beaucoup d'eux-mêmes, de leurs expériences. Et ça ne va pas disparaître. Et c'est ça qu'on va chercher. Et quand on est dans l'échange et la construction du projet, on détecte très vite ce qui va se passer après. C'est clair. Ok, hyper intéressant.
Il y a Sophie qui pose une question où elle a l'impression que parfois, dans le monde d'édition B2C, il y a eu peu d'évolution sur la manière de faire la promotion, le marketing, toujours les mêmes affiches, encarts, photos de l'auteur sur la couverture. Est-ce que finalement, c'est le reflet peut-être d'un manque d'évolution, d'innovation, ou en fait c'est juste parce qu'on sait que c'est ça, ce format-là qui marche et du coup bah, on continue. Enfin, est-ce que déjà toi tu partages cet avis ou pas forcément? Alors c'est vrai que sur l'objet livre en lui-même et par exemple la 4e de couverture, il y a des bonnes recettes qui marchent et c'est assez codifié en effet. On constate des petites différences parfois selon les pays. Par exemple, dans le monde américain, anglo-saxon, dans les 4e de couve, il y a beaucoup plus de citations, recommandations sur le livre, un peu moins en France. C'est toujours sympa de savoir ce qu'a fait l'auteur, son expertise, sa légitimité. Donc, une petite bio, une photo, oui, c'est pas mal. Et après, il y a toujours ce travail de texte, de construction pour donner envie. Donc, ouais, ça, c'est un peu immuable, c'est vrai. Après, il y a des vrais changements. Enfin, ces dernières années, ces derniers mois, l'arrivée de TikTok dans l'industrie du livre, ça a quand même été un pan complètement nouveau qui a été investi par les éditeurs, les auteurs, les influenceurs. Ça n'existait pas du tout comme ça il y a 20 ans. Donc, c'est vraiment très nouveau. Et après, il y a aussi un travail d'artisanat de fourmi, c'est-à-dire pour ce que je connais, qui sont les livres d'entreprise, le travail sur le terrain, sur les médias de management et tous les relais des experts restent un travail à réaliser, évidemment. Ok. Merci beaucoup, Delphine. C'est passé très, très vite. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question? Pas forcément. Bien, dans ce cas-là, un grand merci. Merci à vous. À tous. Merci d'avoir pris le temps, Delphine. Et donc, pour rappel, vraiment, ce live-là, c'est vraiment dans une dynamique d'entraide de la communauté Chance. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et un grand merci à toi, Delphine, d'avoir pris ces 30 minutes pour nous parler de ton métier avec sincérité. On te dit à très vite. Et merci à toutes et à tous pour vos questions et vos échanges. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir.